Bonsoir et bienvenue à ce journal. Voici les titres de l'actualité. Levée des couleurs au palais de la République. À cette occasion, le président Macky Sall a décoré à titre posthume le gendarme Bouboussi, membre de sa garde rapprochée, décédé hier. La Korité se prépare activement du côté des commerçants. Tout n'est pas rose, même si certains se frottent les mains, enquêtent sur leur business. Enfin, un nouveau stade pour Fatick. Sa rénovation a coûté 1,2 milliard de francs. Il a été inauguré hier par le chef de l'État. Levée des couleurs ce matin au palais présidentiel en ce premier lundi du mois d'août. Malgré ce début d'hivernage, le chef de l'État a tenu à perpétuer ce cérémonial devenu tradition républicaine pour la restauration des valeurs morales et civiques. À cette occasion, le chef de l'État a eu une pensée pieuse à l'endroit de l'adjudant de Jean-Marie Bouboussi, membre de sa garde rapprochée, décédé hier dans un accident. Pape Biram Biguendiaï. Même sous un ciel menaçant, le drapeau national contre vents et marées continuera toujours de flotter. L'emblème national, symbole d'une nation unie et viable, nous pousse vers un avenir encore plus radieux. Le drapeau national, il est toujours flottant, quelles que soient les saisons, quelle que soit la période et la situation. C'est la raison pour laquelle, malgré l'hivernage, j'ai estimé devoir poursuivre la cérémonie, y compris lorsqu'il devait pleuvoir, pour justement insister sur ce caractère pérenne de ce drapeau national. Je souhaite également, en ce début d'hivernage, que Dieu, dans sa miséricorde, puisse nous accorder un hivernage pluvieux, sans dégâts importants, puisque nous avons pris les mesures nécessaires pour accompagner les agriculteurs et les paysans. Et au moment où nous nous acheminons tout droit vers la fin de ce mois béni du Ramadan, c'est encore des moments de prière et j'invite tous nos compatriotes à prier avec nous. Dont la marche d'une république et la restauration des symboles, le chef de l'État montre la voie pour atteindre le défi du nouveau type de citoyen avec un respect strict des valeurs morales, civiques et républicaines. La sonnerie au drapeau précède l'hymne national dans un cérémonial sobre et solennel. Une montée des couleurs dans l'esprit de vivifier notre appartenance à un même peuple, une même nation. Une célébration marquée par un deuil. Les esprits se tournent vers l'adjudant de gendarmerie Bouboussi, arraché à notre affection dimanche dans un accident de la route. L'homme était un modèle de dévouement et de professionnalisme. Le chef de l'État lui rend hommage. Je suis personnellement très profondément touché, comme tous les membres de ma famille, les enfants en particulier, ma femme, et tous ceux qui ont travaillé avec nous et qui connaissaient parfaitement l'adjudant Bouboussi pour son professionnalisme, son calme olympien. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs beaucoup ne le distinguaient pas alors qu'il était, lorsque j'étais Premier ministre, le chef de ma sécurité rapprochée. Il m'a suivi à l'Assemblée nationale et il est retourné à la gendarmerie. Et depuis le second tour, lorsque je devais avoir une sécurité, j'ai fait appel à lui. Et depuis lors, nous étions ensemble jusqu'à hier, où il est mort en service commandé, malheureusement, dans un accident, un énième qui arrache à notre affection des personnes qui nous sont chères. Semble-t-il, nous n'avons pas encore tous les éléments liés à cet accident, mais il semble que c'est à la suite d'un pneu éclaté à l'arrière. Et malheureusement aussi, il a été éjecté, ce qui repose avec acuité la question du port de la ceinture de sécurité. Puisque au Sénégal, nous avons tendance à négliger ce geste qui sauve des vies. Et quelle que soit en général la situation de l'accident, ceux qui ont mis la ceinture ont plus de chances de survivre et de s'en sortir que ceux qui ne l'ont pas mis. Mais enfin, je voudrais rendre un hommage appuyé à l'adjudant Bouboussi, parce que c'était un homme exceptionnellement professionnel qui n'a jamais mélangé son travail avec autre chose. Et je souhaite que Dieu l'accueille en son paradis. Et je présente mes condoléances attristées ainsi que celles de la nation à son épouse, à ses enfants et à l'ensemble de sa famille.
C'était un jour de célébration de l'emblème national. On ne le dit pas comme les autres, toujours fêté pour immortaliser des instants de communion avec tout un peuple. L'acte se veut pérenne pour rester à jamais gravé dans la mémoire collective. 24 heures après la célébration de la journée nationale de l'arbre, le baobab reste toujours à l'honneur, symbole du règne végétal. De par sa caractéristique, l'arbre n'en reste pas moins un emblème national. Avec le lion, il fait partie des sceaux du Sénégal. Levée des couleurs oblige, retour sur ces deux symboles qui ont jalonné l'histoire du Sénégal. Ousmane Garifaye. Ils sont les identités remarquables de l'État. Depuis 1960, année marquant la naissance officielle du Sénégal, le lion et le baobab sont restés de fidèles compagnons. Présents partout et en même temps que l'État, on les appelle les sceaux de la République. Nous avons au Sénégal deux sceaux. Beaucoup de pays ont un seul sceau. Mais le Sénégal a deux sceaux. Un sceau frappé du lion qui sert au président de la République pour signer les grands actes. Au chapitre de ces grands actes, il y a par exemple les traités et accords internationaux paraphés par le chef de l'État. Quant au sceau du baobab, symbole de la vertu sous toutes ses formes, il authentifie tous les actes de l'administration publique, dont il reste le trait d'union entre ces différents acteurs. Le sceau frappé du baobab sert à toute l'administration sénégalaise en particulier. Tous les corps de métier qui appartiennent à l'État, ils ont ce sceau. Au milieu et tout autour, on met le corps qui utilise ce sceau. Mais au-delà de ces documents officiels, on les retrouve aussi sur les insignes de certains corps militaires et paramilitaires. Par exemple, la police. Celle-ci en a fait un symbole total, visible sur tous ces signes distinctifs. La police l'a choisi d'abord parce que c'est un arbre typiquement sénégalais que nous trouvons partout au Sénégal. Et la police également est trouvée et est présente du moins partout sur l'ensemble du territoire national. Première raison. Deuxième raison, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un arbre qui symbolise la place publique où les choses de la collectivité se règlent, les problèmes, les conflits, tout se règle au niveau de la place publique. En vérité, ça représente même le tribunal, l'Assemblée nationale, ça représente le ministère de l'Intérieur. Vous voyez que sur nos épaulettes, sur tout ce qui représente la police, les sabres sont croisés sous le baobab, donc pour dire que la police sécurise ce baobab, sécurise ce lieu public. Le lion et le baobab, deux mastodontes de la nature, presque en voie de disparition du fait de l'action de l'homme. Le lion, dans ses derniers retranchements à Niokolo-Koba, tente de gagner l'ultime bataille de la survie. Tandis que dans les régions comme Thiès et Dakar, le baobab fait face à la charge des bulldozers. Comme le veut le chef de l'État, le Sénégal se doit de renouer avec l'esprit civique et citoyen, mais faudrait-il tout d'abord restaurer et protéger les symboles qu'il incarne. Le Sénégal accueille 4 nouveaux ambassadeurs. Ils viennent de la France, d'Allemagne, de la Libye et de la Gambie. Il s'agit de diplomates de carrière et d'universitaires. Ces ambassadeurs accrédités à Dakar ont présenté ce matin leur lettre de créance au chef de l'État. Le compte rendu de Pape Biram Biguendiaye. L'ambassadeur de Gambie est le premier à franchir le seuil du Palais de la République pour la présentation de ses lettres de créance. Son nom, Samba Fall, 57 ans, diplômé du Global Center for Transformational Leadership d'Accra au Ghana. Le docteur Fall est aussi maître en sciences politiques, diplôme obtenu à l'université Franklin Roosevelt de Chicago aux États-Unis où il devient professeur en sciences politiques. Samba Fall est l'ancien gouverneur de Banjul, poste occupé de janvier 2008 à janvier 2013. Dr Hassan Ali Mohamed Al-Gaïr est le nouvel ambassadeur de Libye à Dakar. Il est notamment docteur en droit public, diplôme obtenu à l'université de Nice-Sophia en France, maître en droit économique international. Diplômé de la Sorbonne à Paris, ce professeur conférencier de la faculté de droit de l'université Seba de Libye est aussi membre du Conseil national de transition libyen depuis mai 2011. Au cœur du dispositif de restauration de l'équilibre politique de la Libye, le docteur Hassan Ali Mohamed fait également partie des membres fondateurs de la Commission des affaires politiques et des relations internationales du Conseil national de transition libyen. Voici le nouvel ambassadeur de France à Dakar. Jean-Félix Paganon remplace à ce poste Nicolas Normand qui a passé 3 ans au Sénégal. C'est dans la continuité d'une coopération historique et exemplaire que Jean-Félix Paganon compte exécuter sa mission.
L'axe Dakar-Paris s'est renforcé depuis l'arrivée du président Macky Sall à la tête du pays, avec une orientation à dimension économique. Une diplomatie de souveraineté et de consensus basée sur le développement. C'est l'ambassadeur d'Allemagne qui est le dernier à présenter ses lettres de créance. Il s'appelle Bernard Kampmann. Sa mission, donner un nouvel élan aux relations sénégalo-allemandes. C'est la première fois qu'il tient un poste en Afrique. Avant d'arriver au Sénégal, Bernard Kampmann était ministre conseiller à l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne à Brasilia, au Brésil. Avec lui, le Sénégal compte redynamiser sa coopération avec l'Allemagne. Nous restons au Palais de la République où le commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle, Anna Sebou Faye, nouvelle directrice de la police nationale, a été reçue ce matin par le chef de l'État. Pour elle, les défis à relever sont nombreux. Il s'agit notamment de la lutte contre la corruption pour redorer le blason de la police, faire de l'éthique un mode de gestion de la police nationale. L'autre chantier reste la sécurisation des personnes et des biens. Là-dessus, Anna Sebou Faye se veut rassurante. La voici au micro de Pape Biram Biguendiaï. Monsieur le Président de la République m'a fait l'honneur de me recevoir tout de suite pour d'abord me féliciter, m'encourager par rapport à cette lourde charge qui vient de m'être confiée. Et j'ai voulu profiter aussi de cette occasion pour exprimer mes remerciements et ma gratitude à Monsieur le Président de la République qui a bien voulu me faire confiance, placer sa confiance à ma modeste personne. Et par-delà aussi, placer sa confiance, renouveler, je dirais, sa confiance à l'institution policière, en plaçant à sa tête un commissaire de police. Je tenais donc ce matin à présenter à M. le Président de la République tous mes remerciements et ma gratitude, mais aussi les remerciements de toute l'institution, la police nationale, qui s'engage avec moi en tout cas à poursuivre le combat, à lutter pour la sécurité à l'intérieur du territoire national comme à nos frontières et à relever tous les défis en tout cas qui se posent aussi bien dans le territoire national qu'à nos frontières. Le rapport Transparency International a épinglé la police comme faisant partie des corps les plus corrompus. Aujourd'hui, que comptez-vous faire pour renverser la tendance? La police nationale est engagée à mes côtés pour relever effectivement ce défi, d'abord un défi de discipline dans les rangs, mais un défi aussi pour que l'éthique et la déontologie puissent vraiment être au cœur de nos préoccupations. Nous sommes tous engagés d'abord à redresser la barre compte tenu de tous ces événements qui sont intervenus ces dernières semaines et nous sommes particulièrement prêts à faire en sorte que des comportements qui nuisent à l'honorabilité, à la respectabilité de l'institution puissent être bannis à jamais dans nos rangs. Donc nous allons effectivement placer je ne dirais pas ce mandat, mais placer le service que je prends actuellement à la tête de la police nationale pour faire en sorte que nous puissions en tout cas nous battre pour éliminer à jamais des comportements qui n'honorent pas l'institution. C'est une belle institution, la police nationale. C'est une grande institution qui a toujours été respectée et qui a toujours su relever les défis à l'intérieur du territoire national comme dans les champs extérieurs où nous sommes tout le temps sollicités. Donc l'engagement que nous prenons, c'est de faire en sorte de veiller à ce que l'éthique soit respectée, de veiller à ce que le comportement sur la voie publique soit respecté, mais à ce que aussi certaines pratiques disparaissent à jamais parmi nos éléments. Autre sujet sensible, les Sénégalais parfois ne se sentent pas en sécurité. Aujourd'hui, c'est également un autre chantier pour vous. Que dites-vous pour les rassurer? C'est effectivement un grand chantier. Ce sentiment d'insécurité, nous allons tout entreprendre pour faire en sorte que le Sénégalais voit d'abord davantage le policier qui est chargé de veiller à sa sécurité, mais rendre la police encore beaucoup plus visible dans les quartiers, visible au niveau de nos frontières, rassurer davantage, être plus proche des populations. Je pense que cela est extrêmement important d'être proche des populations, d'être à l'écoute de leurs préoccupations, d'être visible à travers des dispositifs qui nous permettront de pouvoir intervenir à chaque fois que de besoin et de faire de la prévention. Le mot que j'aimerais en tout cas utiliser, c'est rassurer. Rassuré par la visibilité des forces de sécurité, notamment des policiers, rassuré par la prévention et rassuré par l'écoute des préoccupations des populations.
Chavirement du bateau espagnol au large du parc national des îles de la Madeleine. Vendredi, à la suite du ministre de l'Environnement, le ministre de la Pêche s'est rendu sur les lieux pour constater les dégâts. Depuis plus de 3 jours, les autorités se sont mobilisées pour remorquer le bateau, mais en vain. Les techniciens sont toujours sur place. Le point avec Koubadia Hatema. Difficile de tirer ce navire espagnol de la plage des Tortues où il est prisonnier depuis vendredi. Les multiples opérations de remorquage sont sans effet face au poids du navire. Les remorqueurs de l'IRD ont essayé depuis que le bateau est là. Ils ont essayé tout jour et nuit, mais on n'y arrive pas. Donc il faut l'alléger parce que le bateau il est lourd. Il y a des tonnes de filets qui sont dedans. Il faut donc alléger le plus rapidement le navire pour espérer le tirer de là. La menace d'une pollution aux hydrocarbures est réelle, car vendredi déjà, des échappées de gasoil ont été signalées à Soumbédioune et environ. Il faut sortir ce bateau-là de cet endroit le plus rapidement possible parce que le carburant est en train de se disperser, parce qu'il y a beaucoup de déchets à l'intérieur, plastique. Il faut vraiment sortir ce bateau de cet endroit le plus rapidement possible. L'urgence est là. Et pour éviter une marée noire qui serait lourde de conséquences, tous les moyens disponibles, civils et militaires, seront mis à contribution. On compte beaucoup sur le pompage. Avec le pompage qui est envisagé, le débarquement des filets, je pense avec cela, on pourra alléger le bateau et le tirer de là. En tout cas, les espoirs sont permis puisque nos techniciens travaillent dessus. Contrairement à l'idée qui est aujourd'hui répandue, il n'y a pas de pollution et vous le constatez avec nous. Cargo Pesco, la compagnie espagnole qui a affrété ce bateau de pêche, risque fort d'être poursuivie pour violation des règles de la navigation internationale. D'ailleurs, les autorités sénégalaises comptent saisir officiellement l'ambassade du Royaume d'Espagne à Dakar. Lutte contre les inondations, le ministère de la Jeunesse et de la Promotion des valeurs civiques vient de former 150 jeunes encadreurs. Ces jeunes seront à la tête des brigades d'alerte et de veille. Ils seront les répondants du service civique national. La cérémonie de remise d'attestation s'est déroulée au CEDEPS de Guédiawaye. Salut Sec. Les inondations préoccupent bien le gouvernement. Pour mieux accompagner et sensibiliser les populations, des brigades d'alerte et de veille seront mises en place. Et pour les gérer, 150 jeunes encadreurs viennent d'être formés. Cette formation est la première du genre depuis la création du service civique national en 1998. Elle consacre une nouvelle approche préventive des inondations qui fait du jeune un acteur, un agent de changement conscient. Elle doit permettre de développer le goût et la fierté de l'implication personnelle ou collective du jeune au bénéfice de la cité. Ces encadreurs issus des départements de Pikine, Guédiawaye, Rufisque et Dakar seront les répondants du service civique national. Ils vont dans leur quartier créer et former à leur tour des brigades d'intervention. Cet important programme conçu par le service civique national constitue un jalon pour mieux préparer notre jeunesse à jouer et à s'impliquer dans les processus de développement économique et social du pays. Ce programme vise à renforcer l'esprit civique et citoyen et le sens de responsabilité de ces jeunes. Le ministre en charge des inondations a salué cette initiative. Selon Khadim Diop, elle entre en droite ligne de la politique initiée par l'État pour soulager les populations. C'est de mobiliser pour cette phase d'urgence par moyen de 66 milliards, mais particulièrement lorsque nous avons eu à présenter à Monsieur le Président de la République la difficulté de la situation au niveau de la banlieue, le président Macky Sall a eu à mobiliser par moyen de 4 milliards 500 millions uniquement pour des quartiers entre Pikine, Guédiawaye et Rufisque. Le service civique national compte mettre à la disposition de ces brigades du matériel d'intervention d'urgence en cas d'inondation. Une séance de démonstration a été organisée à cet effet. Le ministère de la Jeunesse entend organiser d'autres sessions de formation. Le centre de santé Philippe Maguilène Senghor à Yoff étrenne un déversoir d'eau flambant neuf. L'ouvrage permet de protéger la structure sanitaire contre le phénomène des inondations. L'année dernière, le centre de santé était durement frappé par les eaux. C'est pourquoi les autorités publiques ont tenu à anticiper aujourd'hui. Mamadou Samambo. Centre de santé Philippe Maguilène Senghor. Retour en arrière pour mettre le marqueur sur un certain 26 août 2012. La structure s'était réveillée les pieds dans l'eau.
le personnel se souvient encore de ces moments difficiles. On était battus psychologiquement, c'était un cauchemar. Parce que subitement, nous avons vu notre centre qui est submergé par l'eau. Donc on était ébahis, on était dans le besoin le plus total. Donc c'était un rêve pour nous, un cauchemar. Ici, c'est comme si les inondations ont voulu frapper au cœur de l'organisation des secours. Nous étions en plein hors sec. Les structures sanitaires étaient en état d'alerte maximum. La pharmacie, on a perdu nos médicaments, une bonne dotation en médicaments. Au niveau du laboratoire aussi, tout le matériel était submergé. On est resté presque 2 à 3 semaines sans travail. Depuis, le mur a été refait, les équipements remplacés et la peinture reprise. Mais ce n'était là qu'une touche provisoire. Hier, nous avions de l'eau jusqu'aux genoux. Aujourd'hui, vous voyez que c'est sec. Donc, il y a eu des actions qui ont été prises par aussi d'autres ministères en multisectoriel. Ici encore, à l'image de Ouest Foire, les pouvoirs publics ont décidé de s'attaquer à la racine du mal. Là-bas, on a réalisé un déversoir d'orage parce qu'on avait un volume d'eau important qui venait des 2 bus qui sont situés sous la route de l'aéroport et qui transitaient au niveau du canal de l'hôpital. Ce canal est saturé en cas de pluie exceptionnelle. On a réalisé ce déversoir d'orage pour dévier le surplus d'eau pour pouvoir le connecter au niveau du canal de la mairie. À Maguilène Senghor, tout comme un peu partout à Dakar et sa banlieue, le phénomène naturel des inondations a trouvé un terrain favorable. Alors c'est pourquoi les pouvoirs publics, le président de la République, le gouvernement a pensé à mettre en place à côté de cette lutte contre les inondations, à réorganiser l'espace. C'est en réalité cela la restructuration. Ces zones devront donc retourner à leur vocation première. Cette vocation première, c'est soit être des lacs, soit être des zones de culture maraîchère. Des projets qui vont occasionner des déplacements de personnes, raison pour laquelle l'État du Sénégal a ajouté au plan Djakhaï 2 programmes de logement, Tivaouane Peulh et Niaga, pour un total de 2000 logements prévus. Invité de ce journal, le ministre de la fonction publique, Mansour Sy. Avec nous, il va commenter les résultats de l'audit de la fonction publique et nous parler des recrutements dans la fonction publique. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Des centaines de milliers de jeunes, ou une centaine de milliers, a déposé des dossiers. Où est-ce que vous en êtes avec le traitement de ces dossiers? Je pense que le problème du recrutement dans la fonction publique a été la grande innovation qui a été faite dans le discours de M. le Président de la République de l'annoncer. Pour la première fois, les Sénégalais sont informés que la fonction publique va recruter et qu'il fallait déposer des dossiers. Ce qui a suscité un engouement extrêmement important. Je pense que depuis que nous avons arrêté le dépôt des dossiers en mars 2013, nous avons mis en place un dispositif pour aller dans le sens de la matérialisation du recrutement. Vous savez qu'il y avait 2 types de recrutement. Les recrutements qui se font sur la base de concours et les recrutements qui se font par une commission. Et sur la base de concours, on a déjà fait un maximum de recrutement qui touche plus de 3720 postes pourvus sur la base de concours. Vous avez d'abord les concours qui ont été ouverts pour les officiers, les sous-officiers, les contingents dans l'armée pour 1163 postes. Les recrutements qui ont été ouverts par la gendarmerie nationale pour 1000 postes. Les recrutements ouverts par la police pour 1000 postes. Et les recrutements ouverts pour les préposés de douane pour 129 postes. Au total, 3720 postes ont été pourvus sur la base de concours. Je pense que ça, ce sont des critères transparents. Pour ce qui concerne le reliquat et qui concerne les postes ouverts au titre des départements ministériels, M. le Premier ministre a mis en place, par arrêté depuis le mois d'avril, une commission nationale de recrutement. En créant les conditions qui réglementent comment la commission fonctionne et en dégageant des critères qui puissent permettre d'organiser le travail dans la transparence totale.
Cette commission est en train de travailler. Je pense que ces résultats vont être rendus publics et à ce niveau, on pourra faire le point définitif. Mais ça concerne seulement 1720 sur les 5500 qui étaient annoncés par M. le Président de la République. En ce qui concerne l'audit de la fonction publique, vous en êtes actuellement à la deuxième phase. Qu'est-ce qui caractérise justement cette deuxième phase? Cette deuxième phase concerne les 22 898 cas de contentieux qui ont été identifiés et qui ont fait l'objet d'un traitement par la Commission nationale de contentieux, dirigée par M. le vérificateur général, M. l'inspecteur général d'État. Et je pense qu'en les revisitant, ils ont étudié cas par cas et ils ont classé les cas de contentieux. Vous savez qu'il y a des agents de l'État qui étaient soit en mission à l'étranger ou bien qui étaient en service commandé, donc qui ne pouvaient pas se présenter. Ces cas figurent dans ce que l'on appelle un panier vert. Donc cette phase de l'audit est une phase qui est destinée à organiser leur enrôlement dans la valise biométrique. Il y a à côté ceux qui sont dans ce qu'on appelle un panier jaune, c'est-à-dire des agents de l'État qui ne se sont pas présentés, où il y a la nécessité d'assurer leur présence physique ou bien la nécessité de vérifier un certain nombre de questions. Et ces cas aussi sont concernés par cette deuxième phase. Je pense qu'on est dans une deuxième phase qui doit durer environ 2 semaines, donc qui vont nous permettre de boucler définitivement l'audit et de permettre d'abord d'atteindre le premier objectif qui est la gestion, la maîtrise des effectifs de la fonction publique. Ensuite, le deuxième effectif qui est la maîtrise de la masse salariale, et tout ça vient s'accoupler avec le premier objectif de l'audit que M. le Président de la République avait identifié, qui doit nous permettre d'avoir de nouveaux outils. Des outils qui vont nous permettre de pouvoir mieux gérer notre fonction publique en connaissant les fonctionnaires, leurs lieux de travail, leurs compétences, leur spécialisation, en tout cas une meilleure rationalisation de nos effectifs pour que notre fonction publique puisse être modernisée. Monsieur le ministre, quel crédit faut-il accorder à la presse qui a publié récemment des noms de personnalités ayant perçu indûment de l'argent de la fonction publique? Je crois que la Commission nationale et le comité de pilotage n'a donné aucun nom. À cette étape de l'audit, d'ailleurs, il ne pouvait pas s'agir de donner des noms de personnes. Ceux qui donnent les noms le donnent sous leur propre responsabilité. La commission chargée de l'audit physique et biométrique n'a pas donné de nom de personnalité. J'ai vu circuler beaucoup de noms de personnalités qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec l'audit. Je pense que ça, c'est une volonté manifeste d'essayer de décrédibiliser le travail que nous faisons. Parce que le travail que nous faisons n'est pas un travail d'amateur. Il a été fait par les meilleurs cadres que notre administration a en termes de contrôle. Et je pense que le travail est un travail très professionnel qui ne peut pas se retrouver comme ça. Par contre, quand les résultats seront définitifs, le rapport sera rendu public. Et en ce moment, je pense que tous les Sénégalais... On saura qui a fait quoi. Qui a fait quoi, et ça permettra de pouvoir avancer sur la question. Et quelles sont les précautions que vous allez prendre prochainement pour éviter une récidive de cas de fraude? Je pense que nous avons déjà pris une initiative importante qui a regroupé tous les responsables des ressources humaines de l'administration. Parce que l'État va avoir ce qu'on appelle un fichier unifié. Vous savez que notre administration compte des agents de la fonction publique, des agents non fonctionnaires, des agents régis par les statuts spéciaux. Il y avait un certain nombre de dysfonctionnements dans la gestion de ces ressources humaines. Maintenant, il y a un fichier unifié qui a harmonisé tous les dispositifs. Et je pense maintenant en temps réel, nous connaissons la situation des agents et puis nous pourrons prendre les mesures nécessaires dans ce cadre. De toute façon, le travail va être suivi et des outils de suivi et d'évaluation ont été faits. Et je pense qu'à partir de ce moment, on se comptera de la même manière. Voilà, merci Monsieur le ministre. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Un communiqué à l'occasion de la mise à péage de l'autoroute Dakar-Diamniadio. Et comme promis aux Sénégalais, Senakessa offre la gratuité au péage du mardi 6 août à 14 h au vendredi 9 août à 14 h. Senak vous souhaite une bonne fête de Korité. Même si le ramadan ralentit souvent certaines activités à Ziguinchor, il ne freine pas l'ardeur de plusieurs cultivateurs. Des jeunes organisés en association font le ramadan et vont au champ. Des premières lueurs de l'aube au soir, ils bêchent et cultivent des hectares de terre. Parmi eux, des élèves. Avec l'argent gagné, ils préparent la prochaine rentrée scolaire de l'Indiane.
à Djiboker. C'est un reportage de Aminata Angélique Manga. 3 heures. L'aube approche, mais aucune lueur à Lindiane, quartier périphérique de Ziguinchor. Tout commence par ce bout de femme qui s'affaire dans la pénombre. Je me suis réveillée à 3 heures du matin pour préparer le moni. Maintenant, il me reste que la sauce pour le yakata. Un repas bien consistant destiné à ce groupe de jeunes agriculteurs. Ils vont jeûner, faire la fine bouche serait suicidaire car ils savent ce qui les attend. Il leur faudra une foi inébranlable. L'heure de vérité approche, direction les champs, 10 km de marche. À peine arrivés, pas de temps à perdre. Depuis 2000, ils travaillent en association et sont souvent sollicités pour divers travaux champêtres. 1500 par personne s'il s'agit du mois de Ramadan. Mais s'il s'agit de notre mois différent du mois de Ramadan, la personne paie 1000 francs. 1000 francs de 8h à midi. S'il s'agit de 8h à 15h, c'est 1500. S'il s'agit le mois de Ramadan, de 8h à 15h, c'est 2000 francs. Aujourd'hui, ils font des sillons pour cultiver de la patate souvent bien chaude. Pour moi, c'est très difficile. C'est très difficile. J'ai un ami même, un certain Goudjabi. Il y avait un jour, on était allé cultiver une de nos mamans là. Mais de 8h à 11h, c'est à ce moment-là qu'il est tombé. Bon, je crois qu'il jouait, mais à ce moment-là, on s'est rendu compte que c'est vrai, il est fatigué. C'est pour éviter de tomber dans certains travers qu'Alassane et sa bande ont choisi ce dur labeur. Parmi nous, il y a des élèves et étudiants qui sont là. Parfois, ils ont des problèmes pour payer leur scolarité. Les raisons pour lesquelles ils sont lancés sur la culture. Au lieu de rester dans les quartiers jouer les navetans ou bien dans les jotailles boire du thé, on préfère venir au centre travailler. Seul un vrai lion peut allier ramadan et travaux champêtres. 15 heures. Même si la foi reste intacte, les muscles trahissent. Les certitudes font place au doute. Les réserves s'épuisent. Le lion survivra, mais pour autant, ce soir, le lion est mort. Le lion est mort ce soir. À Kaolack, de petits commerces se forment durant ce mois de Ramadan. Les vendeurs de viande rôtie, appelés communément Forchaya, circulent sur les artères de la ville. En cette période de jeûne, les affaires ne marchent pas trop chez les commerçants. Claire Diop. Dans les différentes artères de Kaolack, très souvent, on croise ces groupes de vendeurs de viande rôtie avec tout le matériel à portée de main dans des chariots. Ils font dorénavant partie du décor de la ville. Leur marchandise appelée Forchaya est très prisée par les Sénégalais, chez qui, pendant le mois béni de Ramadan, les habitudes changent. L'abstinence alimentaire durant la journée est observée. Le rendez-vous n'est pas respecté par les abonnés. Conséquence, la clientèle se raréfie chez ces restaurateurs ambulants. Les chiffres d'affaires chutent de façon drastique. Tout est au ralenti. La vente a beaucoup chuté parce que avant je vendais 4 voire 5 petits ruminants par jour. Mais pendant ce mois de Ramadan, je n'arrive pas à vendre un ruminant. C'est même pas pareil. Avant, je pouvais avoir 75 000 francs par jour. Mais ces temps-ci, même pour avoir 10 ou 15 000 francs, c'est la croix et la bannière. Le chiffre d'affaires est différent en cette période de Ramadan. Même le ruminant reste entre mes mains pendant 2 voire 3 jours. Installés dans des coins stratégiques de la ville en ce mois de pénitence et de repentance, joindre les deux bouts pour ces vendeurs de Forchaya, un exercice difficile. À qui la faute? J'accuse. C'est le mois de Ramadan. C'est une période où on s'abstient de manger ou de boire. C'est seulement parce que c'est le mois de Ramadan. Pendant le Ramadan, il n'y a même pas de travail, il n'y a rien. Mais je rends grâce à Dieu. La conjoncture actuelle est également pointée du doigt par ces acteurs.
Les ruminants coûtent cher et il n'y a pas d'argent pour acheter. C'est ça le grand problème. Il n'y a pas d'argent en cette période de Ramadan. Vendeur de Forochaya, le métier est pratiqué très souvent par les Haoussa, Peul ou autres Bambara. Avec du pain, un peu d'oignon et de la moutarde comme accompagnant, le goût est très apprécié par les adeptes. Certains ne peuvent pas s'en passer même en période de Ramadan. Mais attention, danger, les conditions d'hygiène laissent à désirer. S'y ajoutent certains vendeurs pratiquent l'abattage clandestin qui est une menace pour la sécurité alimentaire. Dans les préparatifs de l'Aïd el-Fitr Korité, le poulet a parfaitement sa place. Menu de fête par excellence, le poulet s'invite dans nos assiettes. Pour les repas de Korité, c'est même une tradition pour certains. Ils commencent à s'approvisionner dans les différents marchés jusqu'à Malika, zone fortement avicole. Reportage Oumou Baldé. L'une des stars, pour ne pas dire la principale star au menu de l'Aïd el-Fitr, reste le poulet. Parce que c'est la famille qui le désire, le poulet. Je pourrais très bien prendre le mouton ou autre, mais comme c'est une tradition ici au Sénégal. Une tradition dont l'origine se perd dans le temps. Mais ce qui est sûr, c'est que Malika, en banlieue dakaroise, reste l'une des grandes sources d'approvisionnement en volaille. C'est pourquoi, en cette veille de fête de Korité, les activités de la chaîne ont redoublé d'intensité. Éleveurs, abatteurs, plumeurs, revendeurs et livreurs, toute la chaîne est en marche. Ça s'améliore très bien. Ça s'améliore très bien. Au moment des fêtes de Korité, notre marché s'augmente. On livre jusqu'à 200 poulets par jour. On peut dire que cette période, c'est la traite des éleveurs. On reçoit des clients d'un peu partout. C'est donc le poulet qui est plébiscité. Seule fausse note, la lenteur dans l'approvisionnement en matières premières. Car il faut le dire, sur le marché du poulet, c'est toute une chaîne, mais aussi plusieurs paramètres qui entrent en jeu. D'abord, les poussins, il n'y en avait pas suffisamment. Donc ceux qui commandaient, presque ont reçu la moitié de leur commande. On est en hivernage, souvent les poulets ne se développent pas de manière très rapide. La chaleur aussi, la pluie, tout ça c'est des facteurs qui font que les poulets, la période entre 30 et 35 jours, les poulets pouvaient avoir un poids entre 1,5 kg et 1,4 kg, mais à pareille époque, les poulets se retrouvent à 1,2 kg, maximum 1,3 kg. Tout n'étant pas réuni, le marché risque donc de connaître des perturbations. J'ai entendu dire qu'il y aura pénurie de poulets. Donc de visu, on est venu constater effectivement que les poulets ne sont pas aussi... il n'y a pas aussi de grand nombre comme auparavant. Et puis aussi au niveau du poids, les poulets tournent autour de 1,3 kg, 1,4 kg. Et puis ils disent que c'est le record. Si vous arrivez à un poulet de 1,6 kg, parce qu'il y a eu un retard au niveau de la livraison. Le prix, il tourne autour, à la ferme ici, nous on en a acheté à 3 000. Il y en a à 2300, mais c'est limitant. Les poulets de 2300 auparavant, on les avait à 1500, 1600. Le prix, il tourne autour, à la ferme ici, nous on en a acheté à 3000. Il y en a à 2300, mais c'est limitant. Les poulets de 2300 auparavant, on les avait à 1500, 1600. Mais bon, aujourd'hui, je pense que c'est la pénurie qui explique les prix. Mohamed Anne a donc pris les devants en faisant son marché un peu en avance et même à la source. Il n'est pas seul dans ce souci de se mettre à l'abri des aléas du marché. Cet autre aussi redoute une spéculation des prix. Il faut préparer bien avant, sinon ce sera trop cher. Je l'ai acheté l'unité à 3 000 francs. C'est moins cher. Si les consommateurs espèrent avoir fait une bonne affaire, les véritables acteurs avicoles aussi gardent espoir, même s'il faut faire avec la concurrence des vendeurs occasionnels, c'est-à-dire ceux qui n'attendent que des événements comme la Korité pour se lancer dans la vente de poulets. Ce sont ces gars qui nous fatiguent, nous. Ils viennent, chaque événement, englober le marché. C'est pourquoi ça nous fatigue, nous les professionnels. Nous sommes là toujours, mais des fois on nous bouscule avec de mauvais prix. Vendeurs occasionnels ou professionnels, ce qui compte pour le consommateur est d'avoir son poulet qui va entrer dans différentes recettes, poulet rôti ou autres mets de ce genre.
La Korité, c'est aussi l'affaire des cordonniers. Les artisans profitent de la fête pour vendre le maximum de chaussures. À Diourbel, les cordonniers préparent la fête. Chez certains, les grossistes commencent à venir chez d'autres. Ce n'est pas encore le cas. En cette veille de Korité, comment se présente la situation des cordonniers de Diourbel? Réponse avec Amidou Diop. À l'intérieur de son atelier, Baye Ngagne Gueye, un cordonnier établi au marché central de Diourbel, est en pleine activité. Avec l'approche de la Korité, c'est la course contre la montre. Son équipe et lui veulent cette année écouler 300 paires de chaussures, une mission qu'il qualifie de possible. 300 ou 400 paires de chaussures feront l'affaire. Je compte les vendre à Diourbel, Touba et Thiès. Déjà, les grossistes commencent à arriver. Aïcha, une jeune commerçante, est venue commander. À Diourbel, en cette période, ce sont les sandales en velours qui sont à la mode. Elle concentre d'ailleurs l'essentiel des fabrications dans cet atelier. J'ai commandé beaucoup de chaussures parce que c'est bientôt la Korité et les gens aiment avoir de belles chaussures. C'est la base de velours, marche bien, de même que les sandales avec talons. Vu le rythme actuel des choses, Baye Ngagne Gueye est optimiste. Il croit que l'affluence dans son atelier va bientôt s'accentuer. Les clients vont venir, c'est sûr. Sans une belle chaussure, inutile de porter de beaux habits. Les clients viendront acheter des babouches et des chaussures pour enfants. Pour Moustapha Bey, un autre commerçant établi dans ce marché, si tout va bien en cette Korité, les recettes peuvent facilement avoisiner les 200 000 francs. Mais dans son atelier, ce n'est pas encore le rush. J'attends les clients, j'en ai pas beaucoup. Les gens viennent me demander les prix et repartent. À côté des sandales en velours, les chaussures en perlage ont aussi la cote. En cette veille de Korité à Diourbel, leur prix varie entre 2 000 et 5 000 francs. Sur l'international, les États-Unis ferment provisoirement leur représentation diplomatique dans le monde. L'administration Obama craint des attaques terroristes au Moyen-Orient, dans la péninsule arabique et en Afrique. La France et la Grande-Bretagne ont décidé de fermer de façon préventive leur ambassade au Yémen. Barricadée et presque inapprochable pour les caméras. L'ambassade américaine à Sanaa serait l'une des cibles potentielles d'Al-Qaïda. Ici, où les services de renseignements américains ont acquis la certitude qu'un attentat contre les intérêts occidentaux est imminent. Beaucoup d'échanges ont été interceptés là-bas, des conversations entre terroristes sur les plans qu'ils préparent. Cela rappelle beaucoup ce que nous avions constaté avant le 11 septembre. Par crainte d'une attaque de grande ampleur, les États-Unis ont provisoirement fermé une vingtaine d'ambassades. Au Moyen-Orient, dans la péninsule arabique, mais aussi en Afrique et même dans l'océan Indien. De leur côté, Paris, Londres et Berlin ont également fermé leurs antennes consulaires au Yémen. Ça fait un moment qu'il y a une instabilité sur le Yémen, politique et sécuritaire. C'est vrai qu'elle s'est exacerbée par le fait aussi des raids de drones américains au cours de ces derniers jours. L'usage des drones contribue à exacerber les velléités de représailles de ces réseaux. Le Yémen est régulièrement visé par des raids américains menés sur les bases arrières d'Al-Qaïda. Le Yémen est aussi le berceau de la famille d'Oussama Ben Laden. Son successeur, Ayman al-Zawahiri, a d'ailleurs directement menacé ce week-end les États-Unis. Dans ce message audio, il accuse l'Amérique d'avoir fomenté la chute du président islamiste égyptien Morsi, ici en bas à droite. Enfin,